Bonsoir. Bonsoir Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, et bonsoir à tous. Vous êtes donc candidat pour la Ligue du Sud aux élections régionales, vous êtes député et maire de la ville d'Orange, vous avez fait une circonscription du Vaucluse. On ne vous présente plus, ça fait longtemps que vous faites partie du paysage politique. Vous êtes aussi l'un des cofondateurs du Front National, je crois, en 1972, que vous avez quitté en 2006, et aujourd'hui donc vous présentez ces listes pour la Ligue du Sud. Une première question, puisque vous avez un long parcours politique, qu'est-ce qui selon vous doit fonder l'engagement politique? Qu'est-ce qui a fondé cet engagement politique et quelle est votre motivation première dans la vie dans tous les jours quand vous vous réveillez le matin et que vous continuez à faire de la politique? Alors, je dois dire que la politique française est assez désespérante. On l'a dans un premier temps réduit à sa fonction tribunicienne, c'est-à-dire au discours. Aujourd'hui, on le réduit encore à l'image et quelquefois, on a l'impression que c'est une émission de télévision que l'on assiste et c'est pas ça qui nous sauvera. Je crois que la fonction politique, c'est une fonction de gestion. Or, c'est tout à fait remarquable de voir qu'en France, on ne présente pas de gestionnaires. On représente des orateurs, des acteurs de cinéma. Alors, qu'est-ce que c'est qui motive mon combat politique? Mon combat politique, il est structuré autour d'un fondement qui doit vous parler, puisque c'est la défense de la vie. La défense de la vie et le respect des lois naturelles. À partir du moment où une position politique s'oppose aux lois naturelles, elle est forcément négative et forcément nuisible. Donc, à l'Assemblée, je défends ça, la vie et le respect des lois naturelles. Et je déplore d'être pratiquement toujours le seul à le faire. Alors, vous êtes candidat aux élections régionales. Quel est votre projet pour cette région et comment vous allez concilier, si vous êtes élu le 13 décembre prochain, votre engagement politique donc, qui est fondé sur la défense de la vie, visiblement, avec cette fonction de président de région? Je crois que le travail à la région est de même nature que celui que l'on fait quand l'on est à l'Assemblée ou quand l'on fait dans une mairie, avec des compétences autres, du moins théoriquement, parce que dans notre pauvre pays, il y a une multiplication de strates administratives et toutes ont toutes les compétences, ce qui fait que c'est un gaspillage généralisé. Donc, ce qu'il s'agit de faire, si l'on prend la région, c'est de la gérer autrement. Et si j'osais, je vous dirais, c'est de faire exactement l'inverse de ce que les partis institutionnels font, de ce que les partis parisiens font. Parce que quand on voit comment les partis parisiens gèrent les finances, leurs finances propres, on se demande comment ils peuvent prétendre à gérer les finances d'un département, d'une ville ou d'une région. Alors, pour en revenir à des faits plus concrets, cette région, comme toutes les régions, est extrêmement mal gérée. Les fonctionnaires, ils sont par exemple censés travailler 35 heures, ils ne travaillent pas 35 heures, ils ne travaillent pas 32 heures, ils ne travaillent peut-être pas 30 heures. Et il y a 450 millions d'euros à récupérer en les faisant travailler le nombre d'heures pour lequel ils sont payés. C'est déjà une première réforme, et je ne crois pas qu'à ce jour quelqu'un l'ait proposé. Et puis, je crois qu'il faut arrêter, vous me coupez là, je crois qu'il faut arrêter les multicompétences, parce que les multicompétences, ce sont les multi-gaspillages. Chaque collectivité doit être responsable devant les électeurs. Et pour être responsable devant les électeurs, il faut que vous sachiez ce qu'elle doit faire et que vous mesuriez comment elle le fait, si elle le fait bien, si elle le fait mal, si elle le fait en diminuant les impôts, si elle le fait en augmentant les impôts. La ville d'Orange, que je gère depuis 20 ans, avait 1500 euros quand je suis arrivé d'emprunt. Aujourd'hui, il y a 0 emprunt. Les impôts diminuent, le taux des impôts diminue tous les ans et nous investissons dans le même temps 2 fois plus que ce que les communes de la même strate font. Comptablement, ça paraît impossible, alors que c'est très facile, pour peu que l'on fasse ce que l'on doit faire, gérer en bon père de famille. Si je gère en bon père de famille la ville d'Orange, on peut gérer en bon père de famille la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'est à ce titre-là que nous vous invitons. Alors, si vous deviez résumer vos priorités pour la région, je vais pas donner de chiffres, peut-être que vous en avez 5, 10, 3, je ne sais pas. Quelles seraient-elles les principales priorités que vous mettriez en œuvre en arrivant au pouvoir je vous l'ai un peu dit. D'abord, faire travailler les fonctionnaires, ils sont payés, doivent travailler. Ensuite, restructurer pour instaurer de la polyvalence. Ensuite,
supprimer des compétences qu'assument mieux d'autres collectivités, parce qu'il est bien évident que quand l'on parle gestion, on parle de subsidiarité. Là où il n'y a pas de subsidiarité, il y a gaspillage. La subsidiarité, elle doit être d'ailleurs dans la famille. Un président de la République américain disait il faut que l'État descende de notre dos et sorte les mains de notre poche. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il faut que l'État descende de notre dos, qu'il enlève les mains de sa poche, et puis qu'il arrête de triturer nos cervelles pour nous faire l'inverse de ce que les lois naturelles nous imposent. Hein, il faut arrêter tout cela. Hein. Ce n'est pas à l'État de décider ce que l'on doit mettre comme couleur à nos petits garçons, à nos petites filles, à décider si on doit leur apprendre la théorie du genre ou autre chose. Ça, c'est aux parents à assumer ses responsabilités. Et on est stupéfait de voir que l'État, dans ce mandat-là, ne se sera occupé que des problèmes de société et en aucune manière ne se sera occupé de gérer comme il faut ce pays, de la même manière que les réformes que nous avons fait en matière de conseil régional, de regrouper certaines régions en réalisant soi-disant 10 milliards d'économies, n'en réaliseront aucune économie, et au contraire générera des dépenses nouvelles, parce qu'au lieu de supprimer des strates, ils en ont encore ajouté. Vous savez, quand j'arrive ne le répétez pas, mais quand j'arrive à l'Assemblée nationale, je dis j'arrive à l'asile. Et quand j'interroge le ministre, j'ai tendance à dire que là aussi je suis à l'asile. La dernière fois que j'ai interrogé le Premier ministre, il m'a expliqué que l'arrivée des migrants, c'était une chance pour la France. On le voit d'ailleurs à Marseille, vous êtes déjà très chanceux. Bravo. Alors, vous avez dit que ce qui avait fondé votre engagement politique, c'était la défense de la vie. J'ai envie de vous demander quelle est la conception de la famille que vous défendez et que vous souhaitez porter dans cette élection régionale. Alors, d'abord, je vais tirer un coup de chapeau, parce que j'aurais dû commencer par là, vous me pardonnerez, mais je tire un coup de chapeau à la Manif pour tous, je tire un coup de chapeau à la Fondation Jérôme Lejeune, qui fait un excellent travail et qui rappelle qu'on ne doit pas ficher les foetus, comme c'est en train d'être fait par notre beau pays. Je tire un grand coup de chapeau à tous les marcheurs pour la vie et à l'Alliance Vita. Et c'est vrai que, heureusement, qu'en dehors de l'Assemblée nationale, il y a des associations qui défendent la vie, parce qu'elles permettent aux élus qui le souhaitent de se recadrer, de se ressourcer auprès d'elles, à leur contact. Mais je dois dire là encore qu'il reste beaucoup de travail à faire pour ressourcer les élus à l'Assemblée nationale. Donc, je vous invite à venir m'aider. Alors, on a compris quelle conception de la famille vous ne défendiez pas, et quelle est celle que vous défendez? Alors, je crois très simplement, la famille, c'est une cellule fondamentale de la société. Sans famille, il n'y a pas d'humanité. Il n'y a même pas d'humanité sans famille. La famille, non seulement c'est le fondement de l'humanité, mais c'est le fondement de la société. Donc c'est quelque chose, c'est la cellule qui doit être absolument respectée. Et on le voit bien, aujourd'hui, les intelligentsia, le prêt à penser, c'est le combat contre la famille, c'est la dénaturation de la famille, c'est la déstructuration de la famille. Donc, il faut absolument préserver la famille, la défendre. C'est pour ça qu'entre autres, j'ai proposé une proposition de loi pour donner des solutions alternatives à l'avortement, parce qu'aujourd'hui, le seul souci des parlementaires, c'est de faciliter l'avortement, de multiplier l'avortement, et bientôt, une femme qui n'aura pas avorté sera considérée comme étant incomplète, parce qu'il manquerait une expérience primordiale. Eh bien non, on doit aider les femmes à assumer leur rôle qui est de donner la vie, de la donner avec l'aide de leur époux et avec l'aide de la société. C'est-à-dire, là encore, il s'agit de faire exactement l'inverse de ce que notre 6e République est en train de faire. Mais il faut dire qu'elle a tellement détruit de choses qu'on comprend que dans la continuité de son travail, elle va détruire la famille et la vie, puisqu'ils ont tout détruit. Ils ont détruit notre économie, ils ont détruit notre médecine, ils ont détruit notre enseignement, ils détruisent tout. Ils détruisent tout, mais il y a quand même un problème, c'est qu'il y a toujours des majorités pour les élire, et on continue de voter pour des étiquettes politiques au lieu de voter pour des hommes. Si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais,
ne votez plus pour des étiquettes politiques, votez pour des hommes et des femmes que vous connaissez et que vous responsabiliserez au maximum. Quand on me dit, d'autant vous appelez monsieur le maire, monsieur le député, ma réponse est toujours la même. Dites-moi, cher ami, parce qu'un élu, il est là pour servir ses concitoyens et non pas pour servir son parti politique. Or, la règle aujourd'hui, c'est le service du parti, on le voit en particulier pour les élections régionales, puisque pour les élections régionales, la hiérarchie de la liste électorale est faite par le parti, sauf à la Ligue du Sud, et donc les élus doivent courtiser les hiérarques du parti, sinon ils sont mal passés, donc pas élus. Donc voilà, notre système politique fonctionne exactement à l'inverse de ce qui devrait fonctionner, et je vous remercie de me permettre de le rappeler, même si peut-être ça sort un peu du dossier. Oui, c'est ça. Alors, je vais revenir dans le dossier. Vous dites, et je vais essayer de il faudrait faire exactement l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui. Alors la question que je pose s'adresse à la fois aux candidats au régional, mais aussi au maire d'Orange que vous êtes depuis 1995, donc vous gérez une collectivité. Quel est selon vous le contexte d'épanouissement maximal des familles et comment vous, en tant que gestionnaire d'une collectivité, vous pouvez les aider? Mais d'abord, il faut libérer la famille. Aujourd'hui, la famille est opprimée. Elle est opprimée fiscalement de plus en plus. Et votre président nous disait tout à l'heure que le résultat de cette oppression de la famille, c'est que la natalité régressait en France, c'est vrai, elle a régressé cette année. Donc il faut la libérer. Il faut que la famille ne soit pas opprimée par les textes, ne soit pas opprimée par la fiscalité, ne soit pas opprimée par une éducation qui devrait se contenter d'un enseignement, alors qu'aujourd'hui on n'enseigne plus mais on prétend éduquer, avec les résultats que l'on sait. Il faut, là aussi, c'est vrai, faire l'inverse que les autres font. Et puis, surtout, il faut, si l'on veut que la famille puisse se libérer, il faut rétablir le droit au travail. Parce que le droit au travail qui est inscrit dans la Constitution de 1945 a été bafoué et remplacé par le traitement social du chômage. Or, le traitement social du chômage, c'est l'inverse d'une libération, c'est une oppression de l'homme, puisque ceux qui travaillent gagnent bien souvent moins que ceux qui ne travaillaient pas, et il y a là un cercle vicieux qui est pathogène pour la vie, qui détruit non seulement les individus, mais également la société tout entière. Nous avons déposé une proposition de loi rétablissant le droit au travail, et cela fait partie des éléments qui, tant qu'ils ne seront pas mis en application, ne permettront pas de relancer notre économie. Or, il y a une responsabilité des élus dans le fait de créer une société qui donne à tous du travail. Et j'irai plus loin. C'est que dans une société normale, dans une société où chacun a sa place, dans une société où la famille a sa place, eh bien, le travail de l'un des deux membres de la famille doit largement permettre d'assumer toutes les compétences de la famille. Ça a existé dans ce pays. Il y a une trentaine d'années, quand un des deux membres de la famille travaillait, eh bien, la famille vivait normalement, vivait bien, et pour peu que l'épouse soit économe, bien à la fin de l'existence, il y avait une petite maison qui permettait d'abriter et les grands-parents et les petits-enfants quand ils venaient. Tout cela est devenu irréel, puisqu'aujourd'hui, quand les deux membres de la famille travaillent, eh bien, il n'y a pas assez d'argent pour bien vivre malgré ceux. Donc, il y a eu une destruction généralisée de la société et de la famille, et je pense, je vous fais une confidence, je pense que cela est voulu. Je pense que cela est voulu parce que les politiques traitent par catégorie la population, ils sectorisent la population, ils communautarisent la société. Et ce traitement communautariste est déstructurant pour la vie, est déstructurant pour la famille et ne permet plus l'équilibre individuel et l'équilibre familial. Donc il y a là aussi pour les politiques, pour les politiques qui réfléchissent, il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure, pour les politiques qui réfléchissent, il y a un travail colossal à faire, puisqu'il s'agit de rebâtir ce que notre 5e République a détruit avec un plaisir tout à fait remarquable, et un talent tout à fait remarquable. Alors vous parlez de fiscalité, de droit au travail, j'ai envie de vous répondre que ce sont des compétences nationales,
déposer des propositions de loi. Puisqu'on s'adresse à un candidat aux élections régionales, la question qui suit, c'est normal, c'est le déroulé logique des questions, quelle proposition vous portez dans cette campagne pour que, avec les compétences d'un président de région, vous puissiez aider les familles? Alors, d'abord, je crois que la proposition que nous avons faite au niveau national pour aider les femmes enceintes qui ont des problèmes, elle pourrait très bien s'appliquer au niveau de la région. Rien n'interdit à un président de conseil régional de financer des structures qui accueilleront la vie, qui mettront en contact les mères qui ne peuvent pas garder leurs enfants, par exemple, avec des familles qui ne peuvent pas en réaliser. Et je crois qu'il serait quand même plus logique que les Françaises donnent des petits Français aux familles françaises qui ne peuvent pas avoir d'enfants, plutôt que d'aller les chercher aux quatre coins de la terre. Je ne critique pas la chose, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus cohérent que l'on puisse trouver près de soi, et pour les mères qui ne peuvent pas garder leurs enfants, il serait peut-être bien que leurs enfants soient pas qu'on puisse les voir aussi, qu'il y ait une communion entre la mère biologique et la famille d'accueil. Donc je crois que des choses à faire, et on peut en faire beaucoup. Je crois qu'il faut arrêter, problème régional, il faut arrêter le gaspillage. Le gaspillage ici, surtout dans les Bouches-du-Rhône, vous les connaissez, on finance des associations à tour de bras, à vision strictement électorale, des associations qui sont quelquefois fantômes. Après aux associations, mais je me permets, pardon. Oui, non, mais bien sûr. Vous parlez des maires qui travaillent, je souligne qu'il reste aussi travail. Il y a des réformes. On les a listées, je ne vais pas chercher ma liste, je vais les retrouver. Parmi quels sont les grands atouts que nous avons dans cette région, par la région? Nous avons de grands atouts, c'est le tourisme et l'agriculture, et dans l'agriculture, la viticulture. Eh bien, nous devons promouvoir ces trois atouts. Nous devons promouvoir ces trois atouts, et il y a énormément de choses à faire. Et là encore, je crois que ce qu'il y a à faire, c'est l'inverse de ce qui a été fait. Quand on voit la destruction de la Côte d'Azur, quand on voit la destruction de nos entreprises agricoles, de nos entreprises viticoles, quand on voit cette destruction obstinée et têtue, on se dit qu'il y a autre chose à faire et à les défendre. Alors je crois que nous faisons des productions de grande qualité, il faut les promouvoir. Alors on a des vins qui sont connus, mais nos légumes et nos fruits n'ont pas d'estampille provençale, et peut-être qu'en promouvant cet aspect-là, on pourrait aider l'arrière-pays qui contribue à la richesse de toute notre région. On est une région où il y a 11 ou 12% de chômeurs. Eh bien, il y a de la compétence de la région de lutter contre le chômage en créant du travail, et créer du travail, c'est produire de la qualité. Alors, aidons nos agriculteurs et nos vignerons à produire des vins de qualité et des produits alimentaires de qualité. Aidons la facette touristique. Et pour aider la facette touristique, ça, c'est pas très compliqué. Il faut diminuer la pression fiscale qui pèse sur tout le monde touristique. Parce que quand vous allez faire du tourisme en France, vous apercevez avec un certain étonnement que c'est beaucoup plus cher que si vous allez en Autriche, que si vous allez en Italie, en Espagne. Pourquoi? Parce que les taxes qui pèsent sur les entreprises sont beaucoup plus lourdes en France, puisqu'il faut financer le traitement social du chômage, qu'à l'étranger. Eh bien, il faut remettre du bon sens. Si j'ai diminué la fiscalité d'Orange tous les ans, on peut aussi diminuer la fiscalité provençale. Et puis, il ne faut pas oublier que, normalement, les élus de Provence devraient défendre la Provence. Or, jamais vous voyez le président du conseil régional aller se battre à Paris pour défendre la Provence. Jamais. Pourquoi? Parce que le président du conseil régional, il est trop occupé à servir son parti, et il le sert des Bouches-du-Rhône comme il le sert de Paris ou d'ailleurs. Et c'est vrai que tant que l'on ne change pas cette philosophie d'asservissement aux intérêts du parti pour passer à l'asservissement aux intérêts du citoyen, eh bien on ne changera rien dans ce pays.
Le changement doit être radical. Et c'est ce que nous vous proposons. Nous vous proposons en outre le localisme, c'est-à-dire produire local et consommer local, et défendre les intérêts locaux. C'est-à-dire, là aussi, faire l'inverse de ce que les partis politiques parisiens font, puisque eux ont d'autres soucis. Je ne rentrerai pas dans ces soucis. D'ailleurs, ça ne serait pas très bien élevé de on reste sur les dossiers régionaux. Est-ce que vous approuvez l'idée de la création d'un pass région-famille qui permettrait de faciliter la vie des familles dans plein de domaines, notamment les transports, le loisir? Je ne suis pas du tout hostile à un pass familial, sous condition qu'il profite aux citoyens qui vivent et travaillent ici. Parce que nous vivons dans un drôle de pays. Ici, tous, quel que soit celui d'entre vous, si vous devez aller en clinique, il faut que vous payiez le ticket modérateur. Par contre, si vous êtes un nouvel arrivant, vous allez en clinique, vous n'avez rien à payer. Vous avez travaillé toute votre vie, vous avez cotisé à la sécurité sociale, quelquefois même vous avez cotisé à une mutuelle, et vous avez moins de droits que ceux qui n'ont jamais cotisé. Cela, je le dis clairement, n'est pas juste. Or, nous devons instaurer la justice. Alors, cela n'empêche pas la charité, la compassion, mais on gagne. Il n'y a pas de droit sans devoir. Vous parliez tout à l'heure des errements de notre pays. Un des errements fondamentaux, c'est qu'aujourd'hui, vous entendez parler de droit et jamais de devoir. Et je veux bien faire un pass famille, sous condition qu'il respecte cette philosophie de droit et de devoir. Et j'ajoute, je vous y ai un peu répondu tout à l'heure, j'ajoute que je pense que dans une société bien faite, il n'y a même pas besoin de passe pour la famille. Il y a besoin de salaires décents pour ceux qui travaillent. S'il y a des salaires décents pour ceux qui travaillent, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de passe familial. Par contre, ce qu'il y a besoin, c'est de sécurité. Hein. Ça, il y a besoin de sécurité. Il y a besoin que, si nos enfants vont à l'école, s'ils vont par hasard tout seuls, il faut qu'on n'ait pas à s'inquiéter de savoir s'ils ne vont pas être enlevés, violés ou assassinés. Hein. Il faut que la sécurité soit quelque chose de concret et d'incontournable. Or, la sécurité, au fil des années, elle disparaît. J'en profite pour vous dire que Orange est la ville la plus sûre de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme ça, je vous le dis. Ne le répétez pas non plus. Donc, il faut rétablir la sécurité, et pour les familles, ça me paraît extrêmement important que de rétablir la sécurité. Parce que la sécurité, c'est le premier des droits. Quand il n'y a plus de sécurité, les autres droits n'existent plus. Donc, voilà, un dossier important. Alors, j'ajoute que la ville d'Orange est la ville la plus sûre, mais elle n'est pas assez sûre. Hein. Pour moi, elle n'est pas assez sûre. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais, et je vous fais une confidence aussi, hélas, Orange est en France. Donc, les lois françaises s'y appliquent, et les lois françaises, elles sont plutôt là pour défendre les truands et les criminels que pour défendre les honnêtes citoyens. Donc, là, il y a un travail. Le président de la région pourrait se battre pour que les choses changent, tempêter, manifester aux côtés des Marseillais, parce qu'il y a beaucoup de morts à Marseille quand même, hein, vous êtes la championne de France hein, pour les assassinats. Donc il y a du travail à faire. Je n'ai pas vu le président de la région manifester, il dit d'ailleurs le maire de Marseille, hein. Mais je crois, moi vous m'avez vu manifester. En fait, les gens de mon pays, j'ai manifesté aux côtés de ma femme à la suite d'un assassinat d'un jeune à Bolène, on a manifesté. Hein. On n'est pas sûr que c'est changer quelque chose. Mais quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. Quand on ne fait pas ce que l'on doit, eh bien, on trahit ses électeurs. Et on trahit son peuple. En un mot, est-ce que le président de région que vous seriez serait favorable à la création d'une commission spéciale dédiée à la famille au sein du conseil régional de la Provence-Alpes-Côte d'Azur? Alors, autant je suis hostile au comité Théodule, on a parlé tout à l'heure de la CESE, qui avait refusé les 700 000 pétitions, dont la mienne, sur ce dossier important. Et il y a une commission sur le troisième âge où on prône l'euthanasie. Ce n'est pas ma tasse de thé, je suis monté à l'Assemblée au créneau pour condamner l'euthanasie là aussi.
Donc il y a beaucoup de comités théodules qui sont simplement budgétivores, qui servent à caser des petits camarades pour des salaires élevés et qui ne servent à rien. Mais par contre, je suis d'une manière systématique pour la communication directe. Chez moi, Orange, je rencontre les Orangeois par quartier, par secteur. Dès qu'il y a un problème, on fait une réunion à la mairie, je les écoute. Je ne suis pas à leur ordre, mais je suis à leur écoute. Et on discute ensemble, et en général, on finit par être d'accord. Donc, je suis tout à fait favorable, complètement favorable à ce que le président du conseil régional communique avec des associations représentatives de la famille, avec toutes les associations représentatives de la famille, et tout particulièrement la présidente avec la police. Alors, je vous ai coupé tout à l'heure quand vous avez commencé à parler des subventions. Je vous relance sur le même sujet. En tant que président de région, quelle serait votre politique sur les subventions, lesquelles vous supprimeriez et lesquelles vous attribueriez plus facilement? Alors, on a fait une proposition de loi, on en a fait 23 en peu de temps, et il y en a 2 qui arrivent. Donc, on fait notre travail de parlementaire. Parce que le travail de parlementaire, ce n'est pas seulement faire des discours en tribune. Parce que faire des discours en tribune, c'est pas très compliqué, d'autant qu'il n'y a pas grand monde qui les écoute. Donc c'est assez facile. Mais il y a aussi un travail important, c'est de faire des propositions de loi qui montrent d'une manière concrète que l'on peut changer les choses dans ce pays où tout devient pire. Hein, tout devient pire. Donc il faut qu'il y ait des propositions qui montrent qu'on pourrait faire le cheminement inverse et que tout pourrait aller mieux. Alors j'en ai fait une sur les financements des associations, mais c'était surtout sur des associations nationales, financées nationalement. Et là, alors là c'est totalement déplorable. D'abord, je crois qu'il y a 15% d'associations qui sont subventionnées, et c'est toutes des associations marquées politiquement, et devinez de quel côté elles sont marquées politiquement, ben, c'est pas votre association qui finance, c'est celles qui sont de notre association. Alors, le monde associatif a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être aidé, en particulier dans certains cas. Quand ils s'occupent de l'encadrement des jeunes, que ce soit un encadrement culturel ou un encadrement sportif, les associations le font, certaines associations le font avec de grands talents, de grandes compétences et un grand dévouement. Par contre, il y a des associations qui ne doivent pas avoir de financement, c'est des associations à but politique, voire à but électoraliste. Ça doit être tout à fait interdit, refusé, verboten. Et en plus, les associations qui reçoivent des subventions doivent être contrôlées. Il doit y avoir un contrôle, une écoute, un échange. Il faut que les choses se fassent assez naturellement. Vous seriez favorable, par exemple, à la publication des listes d'associations subventionnées? Complètement. Il doit y avoir la plus totale clarté dans ces dossiers de financement, et non seulement dans le dossier de financement, mais dans le dossier d'utilisation des finances. Hein, la clarté doit être totale. D'ailleurs, la loi, normalement, si elle était appliquée, la loi impose qu'une association financée présente un budget prévisionnel et un budget réel. Hein. Et il est bien évident que si on regarde avec soin la manière dont sont gérées les associations, on sait où on va. Mais en région PACA, on sait, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, excusez-moi, on sait que ces sommes sont très orientées politiquement. Il y a dans la ville d'Orange une association culturelle qui fait du théâtre, qui ne vit que des subventions de la région, du département, parce qu'elle est tellement petite qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de spectateurs, elle ne peut pas avoir de rendement, mais comme elle fait de la politique contre le maire d'Orange, elle est hautement financée. Il est bien évident que ce n'est pas à la collectivité nationale de financer les fantaisies ludiques, culturelles ou autres. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait lors des spectacles qui se donnent à Avignon, hein, parce que pratiquement toutes ces structures-là sont subventionnées. Donc, les subventions doivent être utiles pour la collectivité, doivent être utiles pour les citoyens, et ne sont pas là pour passer des caprices. On est dans la région. Il y a le 1% culturel. Chaque fois qu'une collectivité fait un investissement, eh bien, il y a 1% de la somme globale qui va au culturel. Et allez voir au conseil régional, il y a
ce 1% culturel a été utilisé pour faire un décor au fond de la scène du cénacle du Conseil régional. Vous verrez la nullité de l'aspect esthétique du dossier, et ça avait coûté à l'époque, je crois, je ne veux pas dire une bêtise, mais une somme astronomique. Une somme astronomique. Vous avez un petit peu partout, au titre de ce 1% culturel, de l'art, hein, de l'art qui ne représente rien, qui est de l'art nouveau, hein, qui n'est pas donc de notre compétence port-béotien, mais qui est de la compétence de ceux qui ont encaissé, et de ceux qui ont dépensé. Et il y a des gabegies colossales, ça profite quand même à un certain nombre de gens, et c'est du gaspillage clair. Le culturel doit être financé par ceux qui aiment, et non pas par le contribuable. On doit être beaucoup plus sourcilleux sur l'utilisation de l'argent des contribuables que sur votre utilisation privée de votre argent. Vous avez gagné de l'argent. Si vous voulez allumer avec un billet de 500 € votre cigarette, c'est votre droit. Mais le maire ou le président du conseil régional n'a pas le droit de gaspiller 500 € parce que ce ne sont pas les siens, ce sont les vôtres. Le jour où cela sera compris, beaucoup de choses seront. Monsieur Desparts, cet échange touche à sa fin. Je vous laisse d'ailleurs le mot de la fin. Vous avez quelques minutes pour adresser votre message aux familles. Je crois que notre situation est gravissime. La situation de ce pays est gravissime et la région participe à cette destruction de notre société. Et je crois qu'il est extrêmement important de réaliser que vous pouvez changer quelque chose. Alors, je vous ai donné, mine de rien, quelques petites recettes. Je vais prendre la liberté de vous les rappeler. Il n'y a de richesse que d'hommes et de femmes. Donc, ne votez pas pour des étiquettes politiques. Votez pour des hommes ou des femmes que vous connaissez. Votez pour des hommes ou des femmes qui ont déjà fait quelque chose. Parce que, quand on n'a rien fait, même si on fait un beau discours, eh bien, cela ne prouve pas qu'on sera capable de faire quelque chose. Il y a de grands faiseurs en France, mais ces grands faiseurs se tiennent avec beaucoup de soin à l'écart du monde politique. Parce que le monde politique est pollué. Hein, il est pollué par les partis. Débarrassons-nous des partis en œuvrant avec les hommes qui ont montré, et les femmes bien sûr, qui ont montré leurs compétences. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, on vit dans un pays où un homme politique qui sortait de Marseille disait « Les promesses électorales n'engagent que ceux qui les croient ». Alors, ne faites pas confiance aux promesses électorales. Faites confiance aux actes. Faites confiance à ceux qui ont fait quelque chose et non pas à leurs promesses. Et si vous faites confiance aux promesses, rappelez-vous les promesses que l'on vous a faites. Voyez si elles ont été tenues. Et si elles n'ont pas été tenues, sanctionnez définitivement celui qui vous a trompé. Hein? Si, en France, on ne votait plus pour les hommes ou les femmes politiques qui nous ont trompés une fois, le monde politique français serait un désert. Si c'était un désert, on pourrait peut-être rebâtir dans ce désert. Là, il y a une suroccupation des sols et c'est dramatique pour l'avenir de notre pays. Voilà, en quelques mots, en restant dans les consignes qui m'ont été données, je respecte. Un mot sur la loi Taubira, s'il vous plaît. Alors Madame Taubira, c'est une malfaisante. Hein. Elle haït la France. Elle haït la France et les Français. Et ça, c'est quand même important. C'est quand même important parce que quand vous avez des hommes ou des femmes politiques de premier plan qui n'aiment pas leur peuple, qui n'aiment pas leur pays, il y a quelque chose d'atroce. Et elle n'est pas la seule à ne pas aimer son pays. Vous savez, il y a 2 binationales qui sont ministres. C'est quand même fort qu'il y ait proportionnellement beaucoup plus de binationaux qui soient ministres que de Français qui soient ministres. Hein, proportionnellement, 40, c'est énorme. Bon, donc il y a quelque chose de fou dans le monde politique français, dans ces partis politiques français, parce que
on disait dans le temps que on ne porte pas la bannière, on ne fait pas porter la bannière par les nouveaux convertis. C'est pas qu'on n'aime pas les nouveaux convertis, on les aime les nouveaux convertis. Mais avant de porter la bannière, il vaut mieux être converti depuis un moment. Eh ben, ce saint précepte, puisque c'est un précepte religieux, ce saint précepte, on devrait peut-être un peu l'appliquer dans notre pays. Cette dame a été indépendantiste. Ça veut dire qu'elle voulait l'indépendance de son territoire et qu'elle le voulait contre la France. Et on le voit bien, elle n'aime pas la France, elle n'aime pas les Français, mais elle est le deuxième personnage de l'État.